Madame, Monsieur, bonsoir. La Russie au lendemain de la mutinerie du groupe Wagner, au menu de questions d'actu ce soir. Mais avant de parler de l'après, une question s'impose. Que s'est-il réellement passé ce week-end en Russie? Des scènes invraisemblables. Est-ce que Moscou allait réellement tomber dans les mains d'Evgeny Prigojine et de ses hommes? Et en parlant du patron de Wagner, le Kremlin a annoncé qu'il allait se rendre en Biélorussie. Mais à l'heure où nous vous parlons, sa localisation n'est toujours pas connue. D'ailleurs, personne ne sait où il se trouve, et ce depuis sa dernière apparition, c'était samedi soir. Pour sa part, Vladimir Poutine a pris la parole aujourd'hui officiellement dans une vidéo, un message adressé aux participants d'un forum pour les ingénieurs, un message où il ne mentionne aucunement les événements de ce week-end. Alors que s'est-il réellement passé? Mais surtout, pourquoi? La question fait l'objet d'un foisonnement de spéculations. Véritable coup d'État ou Maskirovka, vous savez, cette fameuse stratégie ou manœuvre militaire russe qui consiste à fomenter une diversion pour masquer ses réelles intentions. Celle, selon certains observateurs, et qu'on va discuter certainement de cette théorie dans cette émission, celle de positionner plus de troupes en Biélorussie et donc à une centaine de kilomètres seulement de Kiev. Comment ressort Poutine de cette affaire? Et surtout, quel est l'avenir de Prigojine? Quid des appuis internationaux de Poutine? Pourquoi un allié comme l'Iran, au moment des faits, s'est désolidarisé du chef de l'État sous le motif d'affaires internes? Quid de notre voisin, l'Algérie? Comment le régime a-t-il géré cet épisode inédit? Et aussi, puisqu'on est dans la région, quel avenir pour Wagner en Afrique? Autant de questions qui entourent cette rébellion en Russie, où beaucoup de brouillard persiste, empêchant une vue plutôt claire et limpide sur ce qui aurait pu changer le cours de l'histoire moderne, notamment en Europe. Pour en parler, nous avons avec nous sur le plateau 3 experts. Le premier, il est expert en sécurité et en stratégie. Il s'agit du colonel Hassan Saoud, qu'on ne présente plus. Bonsoir, colonel Saoud. Bonsoir, madame. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. J'imagine que vous avez dû suivre minute par minute ce qui se passait ce week-end en Russie. Certainement. Certainement, et on va en discuter. Nous avons également avec nous le professeur de relations internationales et grand expert de géostratégie, professeur Zakaria Aboudahab. Bonsoir, professeur Aboudahab. Bonsoir, madame Khadija. Merci. Toujours un plaisir renouvelé de vous revoir. Est-ce que si la mutinerie avait vraiment pris Moscou, est-ce que ça aurait changé l'histoire de l'Europe? Ça aurait changé l'histoire de l'Europe et ça nous aurait poussé à revoir aussi les concepts en relations internationales. Sûrement. Hypothèse virtuelle. Voilà. Mustafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous avez insisté pour prendre la parole en premier, parce que comme d'habitude, vous plantez le décor et vous plantez le décor dans l'histoire. Donc je vous interpelle en premier, Sahimi, pour savoir, est-ce que, d'abord c'est un fait inédit, mais pas réellement dans l'histoire de la Russie quand on regarde un peu l'histoire de ce pays. Et bien avant même, hein, quand c'était encore une fédération. Dans les écoles de journalisme, il y a un bêtisier, en guillemets, et l'un des bêtisiers les plus fameux à propos de la Russie, de l'ex-URSS, la Russie, c'est celui-ci. Il se passe quelque chose au Kremlin, je n'en sais rien, mais j'en suis sûr. Qui a dit ça? Un ancien ambassadeur de France à Moscou, Vladimir d'Ormesson, grand éditorialiste du Figaro. Je vais vous dire, vous l'avez dit d'ailleurs, que tout ça n'était pas clair, et nous en sommes là. Il y a ce qui est visible, factuel, et il y a tout le reste, et on va sûrement en parler. Alors tout le reste, ce ne sont que des théories, ce ne sont que des spéculations. Personne aujourd'hui ne connaît la vraie histoire. Colonel Saoud, est-ce que d'abord, avant de parler d'histoire, comment pouvez-vous nous définir, vous, en tant qu'expert militaire, ce qui s'est passé en Russie? Est-ce que c'est un coup d'État? Parce que sur tous les plateaux télé, on parlait de coup d'État, notamment occidentaux. Est-ce que c'est une mutinerie? Quelle est la différence entre les deux? Je dirais plutôt une rébellion armée. Un coup d'État, ça signifie que c'est une armée régulière qui se soulève contre un État organisé. Donc, la qualification la plus plausible pour moi, c'est celle-là. Mais je pense qu'il faut remonter un peu en arrière pour parler de quelques déclencheurs et quelques facilitateurs. Il y a évidemment toute la stigmatisation
du chef de Wagner du sommet de la hiérarchie militaire, le ministère de la Défense et le chef d'état-major Shoigu et Gerasimov. Mais il y a un déclencheur important, c'est le fameux décret du ministère de la Défense qui enjoint à ce qu'ils appellent, eux, les combattants volontaires. Pourquoi les combattants volontaires? Parce que la loi russe interdit et le mercenariat et les sociétés militaires privées de se ranger sous la coupole du ministère de la Défense. Et dernier accélérateur, c'est évidemment le fait que Prigojine accuse l'institution militaire d'avoir bombardé et tué ces hommes. Et c'est pour cela qu'il Parce que le Kremlin a démenti. Il y a eu un démenti, mais on voit qu'il y a eu aussi quelques hélicoptères abattus et un avion abattu et 13 pilotes qui sont morts. Et c'est pour cela qu'il a été prendre Rostov. Rostov, comme vous le savez, c'est le commandement du Sud. Et c'est le coordinateur de cette fameuse opération spéciale, entre guillemets, qui n'en est plus une, et évidemment où devait se trouver Gerasimov en tant que patron de l'opération. On en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'on ne sait plus où il est depuis. Oui. Et donc, on a déclenché ce que Prigojine a appelé la marche de la justice. C'est comme ça qu'il l'a appelé, Rostov. Mais est-ce qu'il visait? Parce qu'à aucun moment, il n'a parlé de coup d'État. À aucun moment, il n'a parlé de soulèvement. Non. Il parle de justice, mais il s'attaquait-il au chef de l'État ou au chef d'état-major, au ministre de la Défense? Et d'ailleurs, ce n'est un secret pour personne, ça au moins on le sait, et ce depuis quelque temps, et vous venez de l'expliquer, c'est la guerre entre Shoigu et Prigojine, c'est pas nouveau. Absolument. Donc est-ce que tout ça, c'est pour enlever Prigojine? Oui, je pense qu'il visait plutôt le ministère de la Défense. Il a toujours essayé d'éviter le chef de l'État, mais le chef d'État est le chef des armées. Oui. Et le décret du ministère de la Défense n'a pas été fait sans l'autorisation du président de la Fédération de Russie. Donc il y a eu cette marche, Rostov, sur le Dôme, Voronezh, et puis vous avez Lipetsk, 360 km de Moscou. Et c'est là qu'il y a eu l'arrêt et une négociation. Mais pourquoi ils se sont arrêtés? Parce que, selon Prigojine, pour éviter l'effusion du sang. En russe. Du sang russe. Bon. Après, effectivement, là, il y a on va certainement. Il y avait beaucoup de questionnements sur le fait qu'il se soit arrêté à moins de 400 km de la capitale et il marchait vers la capitale. Et pourquoi, justement, les forces russes n'ont pas tout simplement mené des raids aériens sur ces forces-là. En tout cas, ce qui est sûr, est-ce que, professeur Abou Dahab, l'État russe sort-il intact de cette opération-là? Surtout que la plupart, je dis bien la plupart des institutions russes ont montré fidélité et allégeance au chef de l'État, à Vladimir Poutine. Je crois que tout le monde d'ailleurs s'accorde sur le fait qu'il y a eu un ébranlement des éléments constitutifs composant le régime de M. Poutine, dans le sens où d'abord ça n'a pas été prévenu, donc il n'y avait pas une anticipation d'un tel soulèvement, d'une telle rébellion, Isyan, Tamarrud, en arabe pour que nous trouvions les mots exacts. Deuxièmement, tous les observateurs. Alors, vous savez que l'OTAN, c'est pour bientôt. En Lituanie, le sommet, d'ailleurs, Stoltenberg avait considéré que ce qui s'est passé montre la fragilité, en réalité, du système de Poutine et en même temps, les mauvais calculs stratégiques qui auraient été formulés par rapport à la guerre en Ukraine, qui dure encore. Et donc, ni la bataille ni la guerre n'ont été remportées. Troisième élément, je crois que ça ébranle aussi une certaine confiance dans le discours de M. Poutine. Évidemment, nous, on se base sur les informations que nous glanons ça et là. Il n'y a que des hypothèses qui peuvent être émises. On ne sait pas exactement la situation sur le terrain. Mais, Madame Khadija, votre question c'était, est-ce que le régime va sortir intact? Je ne le pense pas, puisque le bras droit du régime, c'était Wagner, jusqu'à preuve du contraire. Non seulement
en Ukraine, mais ailleurs, nous y reviendrons. Mais en Afrique, en on a Syrie. parlé de trahison. Quand même, oui. Oui. Mais le fait de dire, dans un premier temps, on a suivi le discours de M. Poutine le samedi dernier, que voilà, il a menacé d'un ton très menaçant, etc. Et puis, hop, après, on le blanchit, certes, on maintient, je crois, les poursuites, je ne sais pas, parce que il y a encore un cafouillage par rapport à ça. C'est maintenu. Et des imbroglios, exactement. C'est maintenu. Quid de l'intermédiation ou de la médiation de la Biélorussie? M. Loukachenko, n'aurait pas agi s'il n'avait pas eu le feu vert de M. Poutine. Donc, vous voyez, il y a des éléments d'un puzzle qui ne sont pas encore Loukachenko constitués. se dit négociateur pour Poutine. C'est-à-dire qu'il a eu le feu vert de Poutine pour négocier avec Prigojine. Là, vraiment, on marche sur la tête. C'est là où on se pose la question. Je suis d'accord avec Saïd. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments déclencheurs. Le rattachement de l'armée. C'est un peu le syndrome soudanais également. Oui, mais tout le monde l'a la signé, réintégration. sauf que, tout le monde l'a signé, ce décret, sauf Prigojine. Mais il a nié. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter, de suivre un peu les dernières news par rapport à ça. Il a nié complètement. Il a dit non, il n'y a aucun élément. Et je commande toujours. Alors ça, d'une part. Ouais. Et puis ils ont un site, Wagner, a un site donc au niveau. Sur Telegram. Et on savait exactement que son discours est très particulier. Il faut voir un peu même le choix du nom Wagner, le compositeur de Hitler, etc., avec des tatouages. Lui-même, il était accusé dans pas mal d'affaires, dans des crimes d'ailleurs. On l'associait aux mafias russes. Non, je crois qu'il a écopé 10 années d'emprisonnement. était un tolard, il faut le dire, qui a été après dans les affaires restaurateur, c'est-à-dire Chef que cuisinier. il a quand même servi à manger au chef de l'État russe. C'est une mentalité russe aussi. Et ça veut dire que la confiance, elle est vraiment aveugle envers cette personne. Et on connaît le degré de paranoïa du chef de l'État russe. Non. Comment ça, non, Mustafa Sahib? Il n'était pas dans l'intimité de Poutine. Il n'était pas dans le cercle des proches de Poutine. Quand même. Il était serviteur pour des prestations particulières. Il n'a jamais été associé au noyau dur de l'administration présidentielle. Mais il donnait à manger au chef de l'État. Est-ce qu'on peut être un peu plus proche que cela? Je ne parle pas qu'il faisait partie vraiment de la garde rapprochée, mais donner à manger au chef d'État. Sans être dans la proximité. Je voudrais rebondir, si vous le permettez, sur un certain nombre de choses. Contrairement à ce qu'a dit mon ami, Wagner, c'était pas le bras droit, c'était pas un bras droit de Poutine. C'était un levier de Poutine dans un périmètre particulier. Où, en Afrique, c'était un vecteur de pénétration en Afrique, dans les conditions que tout le monde sait, etc. Wagner est implanté dans 18 pays en Afrique. On ne le dira jamais assez. Deuxièmement, pas que. Non, puisque vous parlez où est installé Wagner. Wagner, on l'a vu à l'œuvre en Syrie. Oui. Non, mais je parle de l'Afrique. Oui, tout à fait. Non, oui, mais bien sûr. c'était bien avant l'Afrique même. Voilà. En Crimée, au départ, en 2014. Crimée, Syrie, etc. C'est vous dire les ramifications comme levier d'influence, de pénétration et de peser sur les vies politiques de chacun des pays de manière opérationnelle, puisque c'est un groupe armé. Deuxième élément, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne retiens pas l'idée, je suis d'accord avec mon voisin, l'idée d'un coup d'État. Ce n'était pas un coup d'État. Oui. Parce que faire un coup d'État en Russie, c'est un État de 150 millions d'habitants, 17 millions de kilomètres carrés, 11 fuseaux horaires. La Fédération de Russie, ce n'est pas une république bananière où deux colonels peuvent s'installer, comme on le voit ailleurs, sous des latitudes exotiques et autres. Mais pourquoi il a fait ce qu'il a fait, selon vous? Pourquoi Prigojine a agi de la sorte? Il agit de la sorte beaucoup de théories, parce que l'une des hypothèses peut-être à retenir que je privilégie... On peut utiliser même le conditionnel, si vous voulez. Oui, non, que je privilégie, vous voyez que je suis prudent, c'est de préserver une latitude, une autonomie d'action par rapport à l'armée russe et par rapport aux deux responsables de l'armée russe. C'est quand même intéressant que Poutine ait laissé Prigojine déblatérer, critiquer de cette manière les responsables de l'armée russe, souligner leur incompétence, etc. C'est quelque chose d'énorme. Absolument. Mais en même temps, ça faisait peut-être, c'est là où c'est hypothétique, ça peut être l'affaire de Poutine parce que ça permettait de distancier Poutine par rapport au non-succès de l'invasion russe en Ukraine. C'est-à-dire, c'est pas moi,
c'est eux qui ont mal exécuté, c'est responsable. Donc c'est un jeu complexe. Dernier point peut-être, c'est le fait qu'à l'international, ceci, est-ce que Poutine ignorait les préparatifs de Prigojine? Je ne le crois pas du tout. Le FSB est une structure centrale de premier plan. Vous savez. FSB, ancien KGB. Oui, c'est la colonne dorsale du régime russe. Avant, c'était le KGB. Et donc, je pouvais croire que les clignotants étaient là. Il y avait donc une information de première main sur ça. D'ailleurs, les Américains le savaient depuis 2 semaines. Eh oui, on le sait, les Américains. Est-ce que les Américains alors là, vraiment, la question que se posent beaucoup de personnes, est-ce que les Américains ont eu leur mot à dire dans ce qui s'est passé? Pas leur mot à dire, mais ils ont suivi avec vigilance ce qui allait se passer. Pourquoi? Mais ils savent depuis 2 semaines. Comment ils savent depuis 2 semaines? Le système de surveillance américain et les agences. S'il y a un pays qui surveille tout le monde dans le monde, c'est bien les Américains. Donc, sans parler des renseignements humains et autres, etc. Et le renseignement ukrainien aussi. Et le renseignement ukrainien qui est de proximité. Voilà. Ils ont suivi avec vigilance les préparatifs et les signes d'intensité croissante de mobilisation de Prigojine, en se demandant comment ça allait se passer. Mais ils n'auraient pas appuyé une prise de pouvoir de Prigojine, qui était aléatoire d'ailleurs, je l'ai dit, à Moscou. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas confiance à Prigojine, qui est un chef de bande armée, qui a 20 000 hommes, qui a un parcours que vous savez, etc. Et ils préfèrent en dernière instance, ça c'est les stratèges du Pentagone qui le disent, département d'État, traiter avec Poutine qu'ils connaissent, qu'ils ont pratiqué depuis 20 ans, sinon plus, que encourager une aventure comme celle de Prigojine qui est déstabilisatrice. Pourquoi? Parce que la Russie est une puissance nucléaire. Alors, il s'agissait donc de ne pas mettre les mains dessus. mais la question qui se pose aussi, est-ce que, effectivement, Wagner dispose d'armes nucléaires qu'elle aurait pu saisir? Personne ne sait. Vous dites non, mais vraiment, là, on est vraiment dans les théories. Si vous le permettez, on a des recoupements quand même par des organismes spécialisés. Wagner n'a pas d'armes nucléaires, même tactiques. Très bien. Alors, je parlais des États-Unis, et c'est pas pour rien que j'ai évoqué le rôle des États-Unis, ou le rôle présumé des États-Unis là-dessus, ou là-dedans, puisque le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ministre russe bien évidemment, dit plutôt que les agences de son pays sont en train d'investiguer si oui ou non les services spéciaux occidentaux seraient impliqués dans la rébellion de Wagner. Fin de citation. Lavrov qui n'a pas réagi d'ailleurs. Il a fait partie des personnes qui n'ont pas réagi, en tout cas des partis qui n'ont pas réagi, colonel Saoud. Pourquoi un chef de la diplomatie ne réagit pas? Parce que c'est militaire, ça n'est pas. Non, parce que c'est militaire, c'est pas diplomatique. Ma question était justement destinée à. Vous savez, en période de crise, la communication est quand même réglée. Dès que le chef d'État a pris les choses en main sur le plan de la communication, je pense que sans son autorisation, personne n'aurait à parler. Et dans un système vertical comme celui-là, c'est comme ça que ça marche. Okay. Pour Prigojine, vous savez, c'est l'ambiguïté du chef de l'État qui a fait qu'il est devenu ce qu'il était. On le considérait comme un idiot utile. Il est devenu un monstre qui s'est retourné contre celui qui l'a créé. Et c'est comme ça. C'est une création des services de renseignement militaires qui lui donnaient des armes, qui le finançaient. Et c'était un tremplin. Et au fur et à mesure du temps, il est devenu un mastodonte. 300 entreprises, une usine à trolls, des médias, 300 médias. Il n'avait même pas besoin de la communication officielle dans laquelle il était absent durant la guerre d'Ukraine. Donc, je pense que les services de renseignement occidentaux, pourquoi voulez-vous, ils sont au courant, ça c'est de l'avis de... Non, entre être au courant et être impliqué... Je pense que l'implication... Est-ce que
Prigojine va trahir la Russie. C'est une carrière personnelle qu'il recherche, c'est avoir un rôle important chez lui. C'est un patriote aussi, il ne faut pas croire que c'est traître pour un système, évidemment. C'est pas sûr que ça soit un patriote. Non, il est à droite même de l'échiquier où se trouve... En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Il a gagné Bakhmout, il faut le reconnaître. Si l'armée russe a pu regagner Bakhmout, c'est grâce à Wagner. Et ça fait aussi un peu sa popularité dans une classe russe. Mais ceci Donc dit... pour vous, il n'y a pas de rôle de la CIA dans ce dans cette rébellion? Moi, humblement, je ne le pense pas. Très bien. Je pose la même question à Zakaria Boudahab. Est-ce que vous pensez que la CIA aurait pu, pas orchestrer, mais en tout cas, elle aurait aussi joué un rôle Par rapport à l'information telle que cela a été déjà avancé par mes collègues, peut-être que oui, en raison du système sophistiqué de suivi, de télésurveillance, etc. Mais de là à dire que la CIA aurait été impliquée pour fomenter un tel coup de force, je reste quand même assez dubitatif. Ça aurait pu être le meilleur coup de force, voilà. Enfin le meilleur coup tout court de la CIA. Mais ce qui est raisonnable, il aurait été réussi. C'est que permettre aussi à un groupe de mettre la main éventuellement sur des sites nucléaires, ce serait alors plus chaotique. Et d'autant plus qu'il vaut mieux négocier avec un diktat ou un dictateur dans les normes de l'Occident, c'est avec plus de visibilité, d'anticipation, parce qu'il était quand même là. La Russie faisait partie du G8 jusqu'à sa suspension en raison de la crise de l'annexion de la Crimée. Mais véritablement, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, nous cherchons à mieux comprendre ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné, Wagner est devenu une sorte de vedette médiatique, tout le monde en parlait, Wagner au Mali, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Et Soudan, Wagner est riche, Libye. parce que Wagner, si ils sont présents en Afrique, c'est qu'ils profitent aussi et bénéficient des richesses africaines. Donc, est-ce que Wagner, la question qui se pose, est-ce que Wagner n'a pas pris trop d'importance aujourd'hui et d'influence? Parce que est-ce que c'est l'influence russe? Ou aujourd'hui, on ne parle plus d'influence russe, on parle de l'influence de Wagner. C'est la raison pour laquelle, mais je vais utiliser un autre concept, ce sont les guerres hybrides aujourd'hui, qui sont soulignées par beaucoup d'observateurs. Guerre par procuration et en même temps, vous savez, il y a 3 échelles ou 3 niveaux de compréhension. Wagner fait aussi de la diplomatie, parce qu'il est capable de conclure des accords, vous savez, bilatéraux avec des États de protection. Oui, bien sûr. Le ministère russe est derrière, il est en back office, mais elle n'aurait pas agi si elle n'avait pas reçu le feu vert pour conclure des accords de formation militaire, de fourniture d'armes, etc. Ça, d'une part. Elle le fait aussi en poursuivant une démarche aussi économique, parce qu'il y a des enjeux financiers énormes. Surtout. Ben oui. Et également, il y a une approche qui est sécuritaire, militaire, parce que Wagner fait du militaire, et nous sommes dans la privatisation de la violence, et que le monopole de la violence symbolique, comme disait Max Weber, et aujourd'hui n'est plus le monopole des États. C'est la raison pour laquelle on parle donc des guerres hybrides, al-hurub al-hajina, et on parle des guerres asymétriques. Voilà maintenant des groupes privés qui montent Wagner, dans le c'est créneau. de la sous-traitance. Oui, mais c'est l'armée privée la plus puissante au monde. C'est l'armée privée qui est aujourd'hui, en 2023, jamais le monde n'a connu une armée aussi puissante. Il y a eu bien sûr les Blackwater en Irak. Mais c'est incomparable à la puissance de Wagner. C'est un corps d'élite, il ne faut pas l'oublier, parce que ce sont des vétérans. Moi, j'ai compris Hassan Saoudi. Pas que, des vétérans et des anciens détenus. Mais ils restent quand même assez entraînés, aguerris. Ils sont aguerris, tout le monde le dit. Ils n'ont pas peur. D'ailleurs, il y a un dissident qui s'est détaché de Wagner. Il a raconté, il a fait un peu une sorte de story. Il était en Finlande. Vous savez, moi, j'ai trouvé qu'il y a des Finlandais dans les rangs de Wagner. Il y a même apparemment des Américains, des Anglais. Des russophiles. Voilà, exactement. Ce qui fait des Africains. Est-ce que, c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Est-ce que cette nébuleuse-là ne risque pas de s'agrandir et de rejoindre les forces militaires russes? Bien sûr. Ils sont partis. Est-ce qu'ils ne vont pas recruter dans les pays où se trouve Wagner? Oui, mais je pense que le fait d'avoir décrété l'intégration c'est absolument obligatoire. Et c'est là qu'on constate qu'il y a même des défecteurs parmi les Wagner.
C'est-à-dire qui ont déjà rallié l'armée régulière. Mais est-ce que l'armée régulière et ces soldats-là vont faire confiance à des soldats qui ont marché pour prendre la capitale? Est-ce que ça ne rendrait pas les choses encore plus compliquées pour cette armée russe? C'est des ex-compagnons. Et je pense que les services de renseignement russes sont assez perspicaces pour essayer de distinguer la graine du livret. Et c'est le travail qu'ils vont faire. Et puis ils vont les dispatcher, dans les Voilà. différents corps militaires. Ils vont pas rester donner groupés. des divisions pas regroupées, etc. Voilà. Je crois que c'est important, le décret d'intégration de Wagner, c'est la fin de l'autonomisation du groupe Wagner. Et je crois que c'est une reprise en main totale par l'appareil militaire, par Poutine, etc. Maintenant, une autre question qui intéresse Poutine, est-ce que Poutine n'a pas laissé se développer ce phénomène-là pour prendre, le moment venu, des mesures radicales? Vous savez, Poutine est un. D'où la question. Est-ce que tout cela n'a pas été orchestré, quelque peu orchestré? Ça vous fait sourire, colonel Saoud. Mais on pose la question parce que ça a déjà été le cas dans l'histoire de la Russie. Absolument. Maskerekova. Oui, ça a été dans l'histoire de Russie avec ce qui s'était passé en Moscou en 91 avec Yeltsin. La même chose. Comment Yeltsin a été limogé. Et pris en otage. Oui, il a été limogé parce qu'il y a eu des chars à Moscou et que finalement l'opération s'est faite dans des conditions particulières. Mais c'était un autre contexte, évidemment, c'était il y a 30 ans. Ce qui me paraît intéressant, c'est que, contrairement à la propagande occidentale, le régime russe n'est pas ébranlé. Pourquoi? Parce qu'il y a des fondamentaux. Il y a des fondamentaux autour d'une structure. Je sais que vous êtes interrogatif et je vais vous répondre. Parce qu'il y a un corps, il y a des institutions solides, centralisées, hiérarchisées. Unies. Et oui, unies, parce qu'il y a une culture d'entreprise dans l'armée russe, avec différentes armées. Fondamentalement, c'est une armée au service d'un pays, c'est une armée patriotique. Une armée patriotique servie par un grand dessein, des grands dessins développés par Poutine. Il y a la nostalgie de l'ex-URSS, il y a le sentiment et le ressentiment à l'égard de l'Occident, il y a le fait qu'ils considèrent qu'ils sont assiégés par l'Occident et par l'OTAN depuis 30 ans. Autant d'éléments donc qui resserrent les rangs, qui donnent à cette armée une forte cohésion organique et sociale. Mais je pense à Mustafa, ébranlé, oui, certainement. Effondré, non. Voilà. Je nuancerai les propos de mes deux collègues. Et il restera quelque chose après le samedi. Quand on voit le discours du président, Poutine. Une violence, en même temps de la violence, mais il y a du pathétique dans le discours. Quand vous voyez le discours, il est centralisé sur la trahison, les épées dans le dos. Et ça, il l'avait dit dans une interview, je pardonnerai tout sauf la trahison. Oui. Ça nourrit le patriotisme. Absolument. C'est un discours qui nourrit le patriotisme du peuple de Russie, de l'armée, et Poutine apparaît comme le porte-étendard précisément de ce patriotisme russe qui est menacé. Mais tout à fait. Les soutiens, Mustafa a raison, l'armée, les services de renseignement, la Douma, enfin les deux chambres du Parlement et surtout les gouverneurs. Les gouverneurs sont une structure qui est désignée par le président et qui ont tous manifesté. Mais il y avait une panique quand même. On a vu comment les forces à Rostov, de l'ordre... Voilà. à Rostov. Non, pas à Rostov, à Moscou. C'est pour empêcher la progression. Oui, donc il y a une panique. Le décréter lundi, jour férié. C'est-à-dire que... C'est la raison pour laquelle... C'est la menace terroriste, elle est encore là. Parce que c'était pour menace terroriste. On peut dire que cela va passer. Mais ce n'est pas une maskirovka. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de masquer un plan... Et là, et je le disais dans mon introduction, selon lequel, eh bien, on déplacerait les troupes, on parle de dizaines de milliers, 20 000, 30 000 hommes supplémentaires sur ceux qui sont déjà présents en Biélorussie, ce qui faciliterait la prise de Kiev. Et c'est là où, justement, cette théorie de Maskirovka, qui n'a pas a été utilisée qu'en dans les années 90, mais bien avant, par un certain Lavre Kornilov, un militaire très connu qui
a justement utilisé ce génie de ce qu'ils appellent eux la maskirovka, eh bien pour faire essuyer une lourde défaite à ses ennemis. Alors grosse question, est-ce que ce ne serait pas le plan initial de prendre des forces? Oui, colonel Saoud. Moi, je pense que valeur aujourd'hui, on ne sait pas où les troupes de Wagner iront. Ils sont dans leur campement, dans la zone de combat, mais je doute que Prigojine, d'abord, puisse aller tout seul en Biélorussie. Le couper de ses bases, c'est le suicide. Et faire le déplacement de 20 000 en Biélorussie, moi, je doute fort parce qu'il y a des fortifications. Mais il ne part pas tout seul, mais il est amené, enfin, en tout cas, selon les déclarations officielles, il s'exile, et le mot exil a été utilisé, en Biélorussie. Mais ce n'est pas encore fait. Oui, mais on ne sait même pas où il est. Pourquoi? Oui, parce que l'accord qui a été fait, c'est un accord dont il y a certainement quelque chose de secret. C'est-à-dire? Évidemment, il y a l'arrêt de la rébellion. Ouais. Il y a ce qu'ils ont dit que les combattants de Wagner vont être amnistiés ou même si le procureur ce matin a dit que l'enquête pénale continue. C'est l'enquête. C'est pas la poursuite judiciaire. Oui, mais c'est l'enquête. Il y a une différence. Mais j'ai dit l'enquête. Non, mais c'est bien sûr, vous l'avez dit. Je sais bien, mais c'est important pour les téléspectateurs. Parce qu'au départ, c'était des poursuites pénales pour trahison. Absolument. Et puis, 24 heures après, maintenant, c'est une enquête. Les enquêtes, ça traîne, ça va, ça vient. Vous avez parlé de Kiev. Je doute que dans les plans d'état-major des uns et des autres, en tout cas de Poutine et de Prigojine, il y ait une opération de conquête et de prise de Kiev. Est-ce qu'il y a des enjeux stratégiques à prendre Kiev déjà? Non. Il faut y arriver. Colonel Saoud. Non, pourquoi pas? Pourquoi ce n'est pas... Parce que c'est la bonne question à se poser aussi. Oui, vous avez raison. Au regard de la situation actuelle, est-ce qu'il serait judicieux de prendre Kiev pour gagner cette guerre? Rendez-vous compte que maintenant, la Russie, qui était aux portes de Kiev, est en défensive maintenant. Quel est l'enjeu stratégique? Et je suis d'accord avec Mustafa. C'est d'essayer de reconquérir les oblasts annexés auparavant. Mais Kiev n'est pas dans le collimateur de la stratégie. Je suis d'accord avec lui. D'abord, c'est difficile, compte tenu de la frontière qui est complètement hermétique, et ça sera de la chair à canon pour ceux qui viendraient. Mais est-ce que... C'est-à-dire, pour passer de la Biélorussie, certes, il y a une centaine de kilomètres, ou un peu moins de 100 kilomètres entre la frontière biélorusse et la capitale Kiev. Absolument, mais cette frontière... Elle est hermétique. Elle est hermétique. Elle est hermétique, doublée de mines, doublée. Il y a toute une forteresse qui est difficile. Je pense que ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu immédiat, c'est d'essayer de conquérir, évidemment, ce qui est déjà là, parce que tous les oblasts annexés ne sont pas reconquis. Est-ce qu'il y a des possibilités de changement dans les FSB ou dans le leadership militaire? Shoigu a fait quand même une apparition aujourd'hui. Oui, bon. Tout le monde tablait sur qu'il allait être éjecté, que voilà, c'est à cause de Shoigu que Prigojine a agi de la sorte, et c'était contre lui qu'il a agi de la sorte. Est-ce qu'il y a un changement à prévoir? Vous imaginez pas, madame, que le président Poutine va céder à la pression? Vous êtes d'accord assez... Oui, mais s'il se sent menacé. Sous la pression, il ne réagirait pas comme ça. Shoigu est fidèle parmi les fidèles. Gerasimov, même si on ne le voit pas, est quand même le point focal de contact avec les États-Unis, avec le Pentagone. Et ça ne risque pas de changer malgré ces négociations dont on ne connaît pas les détails? Oui, ce qui est secret... Cette confiance envers Shoigu et vice-versa. Est-ce que Shoigu va continuer à faire confiance à Poutine? Il va continuer maintenant. Mais dans l'accord secret, semble-t-il, Prigojine demande le départ de ces deux. Oui, mais vous imaginez que Poutine va céder? Bon, en tout cas, Prigojine a fait demi-tour. Pas tout de suite, pas tout de suite. Il ne peut pas céder maintenant. Maintenant, oui. Mais peut-être par la suite, on parle déjà de beaucoup de gens. Et évidemment, on verra, est-ce que Prigojine va aller en Biélorussie? Ça m'étonnerait, parce qu'il n'a aucune garantie. Mais il peut aller où?
Mais c'est là où la question, c'est Mais une autre question. il est là, mais il a 20 000 hommes dans les Autour de lui. oblasts. Il va devenir un sans-papier en Russie. Et surtout, c'est la question de Wagner en Afrique. Mais juste avant cette question, et c'est une question vraiment centrale, c'est, professeur Abou Dahab, vous qui êtes expert en relations internationales, ce sont les appuis et les réticences des pays alliés de la Russie au moment des faits. Certains ont brandi la carte, j'ai envie de dire joker, c'est des affaires internes, nous on ne veut pas s'en occuper. D'autres au contraire ont montré patte blanche et même ont soutenu le président Poutine. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser sur les vrais alliés aujourd'hui du régime ? Alliance est un mot très fort, parce que alliance implique généralement une sorte de défense commune, à part si vous acceptez la Biélorussie, je crois qu'il est congénitalement lié à la Russie. Ailleurs, on ne voit pas réellement quels sont les pays qui peuvent venir à la rescousse, à part les déclarations. On a vu l'Iran, on a vu... Elle est importante, elles sont importantes, et des ces pays limitrophes déclarations. aussi, hein, qui avaient craint à ce qu'il y ait une déferlante de Russes. D'ailleurs, on a vu dans les images télévisées des Russes qui ont pris la queue pour prendre le train et fuir Moscou, parce qu'il y a eu une panique générale. C'est Turkish Airlines qui s'est bien rempli les poches cette journée-là, parce qu'il y a beaucoup de vols qui ont été d'ailleurs programmés pour répondre à la demande. Parce que les gens voulaient quitter Moscou, ce qui se comprend en même temps. Oui, quand on décrète lundi, jour férié, parce que, en fait, et l'activation de la loi anti-terrorisme, etc., ça veut dire que le danger était imminent. On n'avait pas, il y avait un imbroglio au départ. Et on ne savait pas exactement quelles étaient les intentions de Prigogine, d'ailleurs, je prononçais ainsi. Qui a décrété le jour férié? C'est le président des conseils municipaux. Oui, le maire. Le maire. Ben oui, vous vous rendez compte. N'oubliez pas que la Russie est une fédération. Hein. C'est un système qui est fédéral à plusieurs étages. C'est quand même une misère importante. Mais nous sommes loin, c'est vrai. On se base sur les faits qui nous proviennent. Donc on fait de l'interprétation des faits, mais chacun en fonction de son background. Mais on ne connaît pas la situation sur le terrain. Quid des Russes, population? Aujourd'hui, l'image qu'ils vont avoir de ce régime, qui les protégeait. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé tout à l'heure, ébranlement. Il y avait quand même une certaine secousse, il faut le souligner. Quid aussi des députés, des parlementaires, le régime intégralement, le devenir de M. Poutine. Mais il a un backup, encore une fois, je reviens sur la scène internationale, ce régime a un backup. Toujours. Le régime de Poutine, je parle bien pas de la Russie, mais du régime de Poutine, il reste quand même bien backé par des pays. Quels sont ces pays? Est-ce que la Turquie est toujours là pour baquer c'est sûr que des pays comme la Syrie, où effectivement ce régime est venu en aide à Bachar al-Assad, contrairement à d'autres régimes qu'il a abandonnés, il faut le dire. Mais en tout cas, est-ce que ces régimes-là continueront à soutenir ce régime que vous dites ébranlé et qui n'est plus le même après cette mutinerie de samedi vous avez à juste titre posé la question pourquoi l'armée russe n'est pas intervenue de façon proportionnée. Donc on a évité un bain de sang, guerre civile, tout le monde parlait d'une guerre civile, même les populations étaient un peu terrorisées. Vous imaginez un État nucléaire avec dissémination des armes, quand bien même Wagner n'a pas d'armes lourdes, mais quand même il y a des chars, des tanks, voilà, et d'autres armes, ils sont extrêmement entraînés et donc on allait vers le pire. Si la situation s'enfonçait dans la boue, ben, la Russie allait véritablement passer. On parle de 20 000 hommes. Comment elle va s'enfoncer dans la boue? Enfin, je veux dire, ils peuvent les liquider en un claquement de doigts. On parle de 20 000 hommes. Hein. La garde du président, elle compte combien, colonel Saoud? 200 000 hommes. Mais il allait perdre en popularité énorme. Voilà, ça c'est important. Il y a 50 000 opérationnels et 2 500 de la garde prétorienne la plus proche. Mais ils sont à 120 ou 150 000 parce qu'ils s'occupent des frontières, ils s'occupent de beaucoup. La garde présidentielle russe est multifonction. Et pour le bain de sang, rendez-vous compte que Kadyrov venait à Rostov. Oui, à Tchétchénie. Et ça aurait été un bain de sang. Alors, c'est le seul qui a dit oui, je suis là pour soutenir. Encore une fois. Donc on a évité, et je suis d'accord avec Zakaria, on a évité un bain de sang entre Russes. Professeur Shemi, justement, je veux vous entendre sur les soutiens au régime de Poutine aujourd'hui dans le monde. Et justement, est-ce que... on n'a pas entendu parler de l'Algérie, d'ailleurs. Le président algérien revient à peine de... Je vais vous surprendre. Quelques jours. Soutien avec des pointillés des États-Unis. Oh! Oui,
C'est pour ça que je dis je vais vous surprendre. Parce que, je répète, ils préfèrent traiter avec Poutine qui connaît les codes des relations internationales, des relations stratégiques, des relations nucléaires, les accords de désarmement nucléaire, etc., que traiter avec soit un aventurier, mais j'écarte évidemment l'hypothèse de Prigojine, soit avec une révolution de palais au Kremlin qui amènerait quelqu'un qui ne connaissent pas. Les États préfèrent toujours traiter avec ceux qu'ils ont pratiqués malgré les difficultés. Voilà. C'est extrêmement important. C'est également le cas pour l'OTAN. L'OTAN étant, j'allais dire, une annexe militaire des États-Unis. Pour le reste, pour les autres latitudes, il se soutient évidemment de la Turquie, c'est évident, parce que la Turquie n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un grand désordre, de l'Iran, de la Syrie, soutien aussi de l'Algérie, mais avec un bémol. On a vu la presse algérienne, vous et moi, il n'y a pas eu de grandes manifestations de solidarité. Soutien également mesuré de l'Égypte, c'était quand même intéressant. Donc il y a là il y a une déclinaison variable suivant les pays, mais fondamentalement, je résume, tout le monde préfère à son corps défendant que Poutine reste en l'état, qu'il reste au pouvoir en attendant un horizon prévisible. Sauf qu'il y a des incertitudes majeures qui vont peser maintenant sur la situation internationale. Il faudra bien trouver un processus de règlement de la question de l'Ukraine. Non, mais de toute façon, c'est parti pour durer. Oui, mais il y a des pistes. Il y a des deals qui sont en l'air, vous savez. Il y a des deals, mais après, ça arrange qui que le deal soit effectivement acté. Mais la grosse question qui se pose, est-ce que la Russie, finalement, quand on y voit dans l'histoire de la Russie, c'est une armée quand même dont la spécialité ne sont pas les coups éclairs. C'est-à-dire, la guerre d'usure, ça connaît les Russes. C'est la culture stratégique et militaire russe. Totalement. C'est-à-dire la défensive, la résistance jusqu'au bout. Et le meilleur exemple, c'est Stalingrad. Oui. Quand vous prenez l'historiographie militaire russe, qu'est-ce qui est porte-flambeau ? C'est Stalingrad. C'est Stalingrad, la résistance face. Donc, vous savez combien il y a eu ? Il y a eu 17 millions de morts en Stalingrad, dans la région. Oui, c'est quelque chose de fantastique. Donc, on ne peut pas comprendre ça s'il n'y a pas ça. Et puis, la difficulté, c'est, en Occident et dans la presse occidentale, c'est de faire une propagande simpliste, réductrice, disqualifiante, pénalisante pour le Russie. Ils ne font pas l'effort de comprendre la complexité de la situation en Russie et les valeurs russes. Vous avez parlé tout à l'heure du peuple russe, c'est un peuple patriotique. C'est un peuple patriotique fier. Il est même messianique, c'est-à-dire le peuple est considéré porteur de valeurs slaves face à un Occident considéré comme dégradé. Voilà. Décadent aussi, absolument. D'ailleurs, ça revient souvent dans les prises de parole de Vladimir Poutine, de diaboliser cet Occident, en effet, selon... sur les valeurs. Absolument, sur les valeurs. Alors, dernière question, c'est la présence de Wagner en Afrique. Bon, Lavrov s'est voulu rassurant. Il a affirmé que Wagner va continuer ses opérations en Afrique, va continuer d'opérer au Mali, en Centrafrique, et les membres qui travaillent là-bas, leur travail, enfin, ça ne change rien, bien évidemment. Je vous pose la question, colonel Saïd. Comment? Il a dit Wagner. Oui. Il n'a pas parlé de Prigojine. Oui, certainement. Pas pareil. C'est pas pareil. Parce que c'est une multinationale privée. Absolument. Donc là, c'est une question de CEO. Voilà, on va changer de CEO peut-être ou pas. On peut changer Prigojine. Est-ce qu'il va rester à la tête de Wagner? Vous savez qui a fondé Wagner? C'est Outkin. Outkin, oui. C'est Outkin. Il est là, et c'est lui qui s'occupe de la holding en ce moment. Absolument. Il est tout désigné pour faire... C'est quand même extraordinaire qu'on parle d'une holding maintenant. Ah oui. Une holding qui fait des hold-up en attendant en Afrique. Mais c'est un mastodonte. Comment il s'appelle la société là. Je pense que Wagner. Je pense qu'ils ne vont pas aller encore s'aventurer. Prigojine, on attendra un peu, mais
Vous pensez qu'ils vont l'éliminer? Vous En savez, tout cas, il n'est pas le premier. Non, il doit faire très attention en traversant la rue. Non, mais je vais vous dire, on est déjà à 17 oligarques. Il fait partie des oligarques maintenant, il a été élevé. On est à 17 oligarques éliminés. Il ne sera pas le dernier. Bon, il ne faut pas... Et puis, cultiver l'indispensabilité d'un traître, je ne sais pas quelle est la position. C'est pas tenable. Mais c'est pas tenable, Pas à mon humble avis. voilà. Si vous cultivez l'indispensabilité de ce monsieur, en dépit de toutes ses relations avec certains chefs d'État africains, etc., au Soudan, si Zakaria et si Mustafa en ont parlé, je pense que la logique voudrait que Wagner continue, mais sans lui. Maintenant, wait and see. Oui, mais Wagner continue dans les troupes russes ou pas dans les troupes russes? Est-ce qu'ils vont continuer? Encore une fois, je me pose la même question. Est-ce qu'on va continuer à recruter? Mais recruter où? Qui? Ils ont des bureaux partout, mais je pense que l'armée a bouclé les bureaux de recrutement de Wagner. Ah oui, c'est pas... Donc il n'y a pas des forces étrangères comme ça. J'ai vu cela sur quelques analyses, comme quoi eh bien, certains alliés de Wagner en Afrique notamment ou d'autres allaient recruter des populations locales pour aller faire la guerre en Ukraine. Pas Prigojine. Et maintenant, c'est l'intégration. C'est l'intégration. Vous savez ce qu'a dit un responsable américain? Il a dit Prigojine devrait éviter de passer devant les fenêtres. Devant sa fenêtre. Devait éviter les fenêtres. Ouais. Devant sa tête. C'est Petraeus, Qui était en l'ancien Irak. patron de la CIA himself. Oui, Absolument. en Irak. They should be very careful around open windows. Mais Fin de citation. ça arrange l'armée russe, Oui. puisqu'au lieu de s'affronter directement avec des situations compliquées, on recourt à la guerre par procuration. Nous sommes dans le proxy war. Oui, mais s'il donne trop de puissance Oui. à cet engin de guerre par procuration. Maintenant, il faut retravailler le concept et mieux contrôler, mettre en place sur pied des garde-fous. N'oublions pas que la ratio légis de Wagner, c'est 2014, c'est la Crimée. C'est bien ça. Tout à fait. Et ce qu'on appelle le baptême du feu, c'est la Syrie. Donc c'est grâce, entre autres, c'est la raison pour laquelle j'ai pas eu de bras droit. Le bras séculier plus ou moins, parce que ça permet de décongestionner, de décentraliser un peu l'action sur le terrain, et ça permet d'éviter une sorte de présence militaire visible, ce qui n'aurait pas évidemment plu à la communauté internationale. On regardera si Prigojine adoptera ou répondra au décret du ministère de la Défense concernant l'intégration. C'est peut-être ça qu'il faut suivre. Maintenant, sa vie personnelle et tout ça, c'est... Qu'il faut suivre, est-ce qu'il a déjà son mot à dire? Oui, mais bon... Si vous dites cela, ça veut dire que lui, il est encore aux commandes. Hier, il y avait des combattants de Wagner qui ont commencé à l'insulter comme un traître. Qui a fait, un lâche. Et puis, il a ce qu'on appelle le conseil des commandants. Justement, est-ce que ça a dû peut-être jouer en faveur de ce retrait? Le fait que ce conseil du commandement ait mis la pression sur Prigojine pour se retirer. Absolument. Et il y a quelque chose que j'ai oublié, que c'est Sorovikin. Sorovikin qui était censé être son adjoint, c'est un général, comment on l'appelle, le boucher d'Alep, etc., qui a fait un appel à tous les combattants de Wagner pour réintégrer l'armée et éviter... Et c'est une parole qui compte beaucoup, ce général-là, et on sait quelle est sa place. Donc il y a des défecteurs, il y a des défections un peu... Et je pense que les jours à venir vont nous montrer quelle est l'évolution de cette situation. La situation va encore évoluer. Certainement, mais il est en perte de vitesse, il ne faut pas le nier. En résumé... Dans la guerre en Ukraine Dans la guerre en Ukraine je pense que maintenant, on gagne du terrain, mais pas... Encore une fois, la vraie contre-offensive n'a pas encore commencé. Mais est-ce que le moral des Russes, et là, je pense que ça ne change pas, il y a encore des bombardements, il y a même des bombardements en Syrie par les avions russes. Oui, pas plus tard qu'hier, absolument, une douzaine de morts. Je pense que cette affaire du samedi n'a pas changé le rapport des forces significativement sur le terrain du Donbass, à mon humble avis.
Je vous l'ai dit en début d'émission, on sait un certain nombre de faits, mais au total, on ne sait pas grand-chose. Voilà. Alors, en parlant d'on ne sait pas grand-chose, le Pentagone qui a dit qu'il y a eu une erreur de comptabilité sur 6 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, ça a été dévoilé à la veille du coup. Hein. Enfin, pardon, de la rébellion. Bon, en tout cas, ça laisse quelques questions quand même en suspens. Nous allons certainement revenir au sujet avec l'évolution des faits. Mais en tout cas, une émission très enrichissante. On a eu vraiment une idée un peu plus claire, bien qu'il y ait beaucoup de cafouillage, beaucoup de brouillard sur cette rébellion qui s'est donc déroulée en Russie. On ne connaît pas encore le sort de l'initiateur de cette rébellion, à savoir le patron de Wagner, Prigojine. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura un avant et un après mutinerie de ce 23 juin. Au 24 juin. Merci beaucoup. Merci, professeur Sahimi. Merci à vous. Merci, colonel Saïd. C'est moi, madame. Professeur Abou Dahab. Madame Khadija. Barakallahu fik. Merci à vous pour votre fidélité à Questions d'actu. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Très bonne soirée à tous.